Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr. Salut à tous, on est hyper content de vous retrouver pour ce nouveau podcast aujourd'hui. Salut Mathieu. Salut mon petit Jérôme, j'espère que tu es content. Je vois que... Est-ce que tu m'entends bien comme ça? Je t'entends très bien. Tu m'entends très bien, je vois que j'avais changé un petit réglage du micro. On est hyper content de vous retrouver comme d'habitude. On espère que les derniers podcasts vous ont plu. On est content parce qu'il y a du soleil et ça fait bizarre, on ne l'avait pas vu depuis à peu près 8 ans j'ai l'impression. Depuis 18 mois. Et ça fait bien plaisir. Ça fait bizarre de se promener dehors et d'avoir de la chaleur sur soi. Tu vois. Et plus l'habitude. C'est vrai que c'est relativement pénible, mais c'est agréable quand il y en a un petit peu. Donc on espère que le dernier podcast, sur le financement vous a plu. On n'a pas reçu de questions, je crois, sur ce sujet-là. C'est pas possible qu'on en ait reçu puisque le podcast sort dans 3 jours et qu'on enregistre avant. On est tellement bien organisé. On est avancé. C'est vrai qu'on est... t'as raison. On anticipe beaucoup maintenant. On est en avance, tout à fait. C'est pour ça qu'on n'a pas reçu. Tout à fait. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, du coup, on va parler des travaux, donc que ça soit du marchand ou du locatif. Le but, comme on vous dit régulièrement sur ce podcast, c'est qu'on va vous parler de la partie location, mais aussi de la partie marchand, parce qu'on s'oriente de plus en plus sur du marchand à l'heure actuelle, mais il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, similaires entre les deux. Donc aujourd'hui, on va réellement parler des travaux. Ouais, les travaux, point essentiel, qui fait peur à tout le monde, c'est plus ou moins légitime d'ailleurs, parce que c'est quand même un truc un peu qui a toujours l'air simple. Enfin, tu te dis quand t'as les artisans, ça va être tout facile, et finalement, c'est toujours un peu le bazar quand même, hein, on va pas se mentir. C'est une gestion, c'est lourd, c'est dur à estimer, voilà, il y a plein de complexités. On va aborder tous ces sujets-là. C'est toujours délicat. C'est toujours délicat, exactement. Est-ce qu'on doit faire des travaux? Est-ce qu'on doit pas faire des travaux? Est-ce qu'on doit les faire soi-même? Est-ce que je dois déléguer les travaux? Est-ce que voilà, tous c'est des sujets un peu délicats. Est-ce que comment estimer les travaux rapidement pour faire une offre rapidement? C'est le genre de questions qu'on a très régulièrement. Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions, d'être le plus précis possible, sans pour autant rentrer trop dans le détail, parce que le but, encore une fois, de ces podcasts, cette liste de podcasts qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de vous expliquer vraiment les étapes les unes après les autres, mais sans pour autant rentrer trop dans le détail, vraiment pour essayer de casser certaines barrières. Premier point, déjà, est-ce qu'on doit faire des travaux? Dois-je acheter un bien à rénover? Est-ce que toi, Mathieu, tu fais ça? C'est pas, honnêtement, c'est pas obligatoire. Moi, j'ai acheté beaucoup d'immeubles, déjà loués, déjà en l'état, que j'ai exploités comme ça pendant des années avant de devoir refaire des travaux. Ça s'est hyper bien passé pour la plupart. Après, je nuancerais un peu, quand même, en disant que la principale erreur que j'ai fait, moi, sur ces immeubles, c'est de pas du tout prévoir d'enveloppe travaux. De me dire: «Bon, bah, c'est 10 de renta tout de suite, en l'état, j'achète, je verrai bien plus tard». Hem, Maintenant, j'ai un regard un petit peu différent où je me dis: «Même si c'est loué, je prévois dans tous les cas une petite enveloppe travaux pour me dire, bon, bah, refaire les parties communes, refaire un bon check de toiture, mettre un petit coup de blanc dans chaque appartement, tu vois, un espèce de minimum vital pour un peu entretenir l'immeuble. Parce que moi, je me suis retrouvé avec beaucoup d'appartements qui se sont vidés d'un coup, où tu te dis, bah, en fait, une fois qu'on a retiré la déco des locataires, c'est finalement vraiment dégueulasse qu'il faut refaire. Et là, quand tu pas le budget travaux prévu sur l'emprunt, ça fait un peu brère parce que tu dois sortir toute ta trésor pour payer les travaux. Ouais, exactement. Mais ça, c'est un point, on l'a pas beaucoup évoqué, c'est acheter des immeubles déjà loués. Donc en soi, c'est moins de contraintes à l'instant T et c'est une bonne stratégie. Mathieu, il a fait beaucoup cette stratégie-là. C'est intéressant parce qu'au moins, tu te prends pas la tête à te dire est-ce qu'il va y avoir un locataire, etc. Tu rassures les banques parce que c'est déjà loué, donc au moins, ça les rassure. Mais comme l'a très bien dit Mathieu, surtout dans ce genre de contexte et ce genre de situation,
anticiper dans le cas où éventuellement il y a un locataire qui part et vous devez rénover un appartement. Si jamais les appartements ne sont pas refaits, prévoyez un budget de rafraîchissement des appartements au moment où le locataire partira. Prévoyez un budget de la rénovation de la toiture si besoin, des parties communes. Parce que voilà, c'est loué. Quand c'est loué, il y a des meubles. Et quand il y a des meubles, ça cache un peu la misère. Donc, faire attention à ça pour éviter d'avoir des contraintes et des problématiques de finances par la suite. Prévoyez un petit budget, on va dire, d'aléas par la suite quand vous achetez déjà loué. Ouais, après ça marche vraiment très bien d'acheter, non loué, hein. Enfin d'acheter, pardon, pas non loué, mais sans travaux déjà loués. Bien sûr. Ouais, Ça marche vraiment très bien, mais il faut quand même être un peu pointilleux sur, il faut se projeter dans l'avenir pour, quand le locataire part. c'est Mais, ça. c'est une super stratégie parce que ça te permet d'acheter un truc. Dès la fin du premier mois, tu as ton loyer qui rentre, tu pas trop de charges à mettre, le banquier il aime bien, il te finance, pas sans limite, mais il te finance facilement. D'ailleurs, je pense que c'est, la stratégie principale de Meraxi, hein, ce qu'il aborde souvent. Hem, c'est ça, c'est Peut-être, ouais. d'acheter des immeubles loués en campagne pour avoir échangé avec, quelqu'un. Je crois que c'est un truc, qu'il conseille régulièrement et c'est vrai que ça marche très bien. Ça marche bien, c'est quelque chose qu'on conseille aussi nous, de temps en temps à certains profils de la GM Academy. En fait, ça dépend un peu du profil de la personne, si elle a pas trop le temps de chercher, de gérer des travaux, si elle se sent pas à l'aise avec des travaux. C'est une stratégie qui est intéressante parce que le jour où vous allez signer chez le notaire l'acte authentique, eh beh, vous avez uniquement un changement de RIB et dès le mois d'après, beh, vous recevez directement vos loyers. Donc, pour du financement, quand on sait qu'à l'heure actuelle, les financements sont compliqués, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, bah, la banque, elle est directement rassurée, du fait que, bah, il y a des loyers qui rentrent et qui vont rentrer. Il y a pas un laps de temps par l'intermédiaire de travaux. Elle va pas se dire, beh, comment vous allez gérer les travaux sachant que vous n'avez pas d'expérience dans les travaux. Pour se lancer, je sais qu'on l'a conseillé à quelques personnes, j'en ai une en tête dans la JM Academy. C'est une très bonne stratégie parce que ça te permet de pouvoir cumuler pas mal de biens, bien sûr prévoir un budget à côté comme on disait, mais ça permet de pouvoir additionner les biens et pourquoi pas les immeubles. Et avant que la question, ne soit posée, on peut, oui, acheter un bien qui est rentable dès l'achat, Tout à sans fait. avoir de frais, à remettre dedans. Après, on va pas se mentir, faire les travaux, ça permet d'apporter de la valeur à un bien, et souvent de réussir à créer une bonne affaire là où à la base, il y a rien de spécial. Vous achetez un appart qui est pas foufou, vous le refaites entièrement, je sais pas, vous transformez, votre T4 en T5, en coloc, magnifique, toute neuf. Vous vous retrouvez avec 4 locataires au lieu d'un, ça peut être top. En plus, vous avez de la plus-value, parce que l'idée de faire les travaux, c'est quand même, de générer de la plus-value parce que vous apportez de la valeur au bien et de créer quelque chose que les gens recherchent, que les gens ne savent pas faire parce que, la moyenne, des gens, ils savent, exactement ce qu'ils veulent comme appartement bien neuf, bien rénové, mais ils savent Mmh. pas du tout comment faire eux-mêmes et ils ont peur surtout de le faire. Donc apporter de la valeur au travers de travaux, c'est l'un des points essentiels qu'il faut dans tous les cas maîtriser. Par contre, il faut faire attention parce que si on achète dans des villes vraiment pas chères, il faut pas, se faire avoir à faire énormément de travaux. Je m'explique, si, j'achète, un immeuble dans une ville qui vaut 1 000 € le mètre carré, que je paye mon immeuble 800 € le mètre carré, si je veux le refaire intégralement et que ça me coûte 1 000 balles du mètre carré, j'arrive avec un prix de revient de 1 800 € du mètre carré, je pense que tout le monde m'a suivi, alors que le prix de vente moyen dans la ville, il est à 1 000 €. Ouais. En gros, je suis 800 € trop cher par rapport au prix de revente, ce qui fait que si jamais j'ai besoin de revendre, bah, je récupère pas mon argent et je récupère pas mes sous sur mes travaux et ça, c'est quand même pas foufou, quoi. C'est ça, Faut y faire attention. c'est pour ça que quand on accompagne, les personnes, dans la GM Academy, ce qu'on fait, c'est si jamais il y a des projets avec travaux, on leur dit de viser un secteur entre, 1 500 et même 2 000 € du mètre carré minimum pour valoriser les travaux. Parce que l'avantage des travaux, c'est comme a dit Mathieu, c'est que vous allez rajouter de la valeur à votre bien immobilier. Vous allez aussi créer de la charge. Donc le fait de créer des charges, c'est-à-dire que ça va reculer un peu et retarder le fait de payer de l'imposition. Mais il faut faire attention dans le secteur. Si tu es dans un secteur où le prix du mètre carré est très bas, et qu'il y a des gros travaux, soit tu achètes à 100 € du mètre carré, mais ça me paraît très compliqué, soit tu achètes pas au bon prix et du coup, bah, tu vas vite te mettre dedans avec des travaux. Donc si vous allez sur un projet avec travaux, allez dans une commune où, vous êtes entre 1 500 et 2 000 € minimum du prix au mètre carré réellement, n'allez pas plus bas parce qu'autrement ça va être très compliqué de valoriser ces travaux-là. Ouais, et quand vous êtes dans des villes pas chères, bah, du coup, ce qu'il faut faire, c'est, vraiment faire les travaux cosmétiques, quoi. Vous changez le Mmh. sol, la peinture, vous refaites une petite cuisine s'il faut, mais rentrez pas dans, des gros travaux de cloisonnement, d'électricité, de plomberie, qui vont vous coûter très cher et que vous allez avoir du mal à récupérer. C'est super important. Faut être quand même prudent par rapport à ça. Par contre, Tout bah, à fait. clairement,
faire de très beaux travaux, ça va vous permettre de créer de la valeur dans un bien un peu pourri. Et un petit conseil d'ailleurs par rapport à ça, c'est d'aller visiter des biens finis et magnifiques. Parce qu'en fait, si vous voulez rénover un appartement pour faire un truc tout neuf avec, je sais pas, 100 000 balles de travaux, mais que vous vous basez que sur les prix de vente des logements à rénover et que vous allez jamais visiter des biens tout neufs, tout beaux, tout refaits que les gens achètent, c'est quand même plus dur de se projeter. Alors que si vous allez visiter le produit fini que vous voulez vendre, ça permet déjà d'échanger avec l'agent immobilier qui le vend, qui va vous dire, bah voilà, les gens, ils aiment bien avoir 2 salles de bain ou 3 salles de bain, plutôt des douches, plutôt des baignoires, plutôt de telle manière avec telle typologie de carrelage. Et l'agent, il pourra vous montrer exactement la typologie de bien qui se vend très bien. Alors par contre, quand vous faites ça, dites pas à l'agent que vous faites juste une visite pour faire du tourisme, hein, parce que là, c'est vous faire balader. Il va pas trop aimer ça, ouais, tout à fait. Ça permet de savoir un peu comment est le marché, savoir ce que les gens veulent et ce que vous soyez sur du locatif ou sur de l'achat-revente. Si vous êtes sur du locatif, le fait de rénover, de faire une belle petite déco, bah, ça va vous mettre au-dessus du panier de la concurrence. Réellement, vous allez passer en priorité pour la location de votre appartement. Et si tu fais de l'achat-revente sur un appartement où tu veux partir sur de la rénovation, réellement, ça va créer un effet coup de cœur. Tu fais une belle rénovation, tu vends un projet clé en main. Les gens, maintenant, on sait très bien, le particulier lambda a peur des travaux. Le particulier lambda n'arrive pas à estimer des travaux. Donc, s'il arrive dans un bien qui est à rénover versus un bien qui est déjà rénové où il a juste à poser ses valises, mais il va réellement préférer payer un peu plus cher et avoir la tranquillité des travaux, de la gestion, de l'estimation, tout ce qui peut engendrer avec des travaux. Il préférera, on va dire, payer un petit peu plus. Donc, l'un dans l'autre, soit, c'est ce qu'on dit souvent, c'est soit, suivant votre stratégie, soit vous voulez aller vite, vous n'avez pas trop de temps, donc vous partez sur du bien qui est loué, mais vous préparez et vous mettez de côté un petit budget, on va dire aléa, pour les futurs aléas dans les mois et les années à venir. Soit vous avez un peu plus de temps à accorder à vos investissements immobiliers, à la recherche et à la gestion de travaux, et vous partez sur de la rénovation. Mais encore une fois, si vous commencez, c'est un début pour vous, c'est une première acquisition, partez sur des petits travaux dans un premier temps. Ne partez pas sur de la très très grosse rénovation parce que très grosse rénovation, c'est aussi des aléas, c'est aussi des délais complémentaires. Des délais complémentaires, c'est des frais. Donc, il faut faire attention à tout ça. Donc, partez au début sur du rafraîchissement et petit à petit, vous allez pouvoir monter en puissance. Ouais, et j'avais un truc essentiel qui m'est traversé l'esprit, mais il est reparti. Si, je voulais dire, même si vous achetez quelque chose, enfin, je sais que j'insiste là-dessus parce que je suis en plein dedans, si vous achetez quelque chose sans travaux, ayez quand même conscience que si vous achetez du logement, il y a une vétusté qui va entrer en jeu et qu'un jour, il va falloir refaire des travaux, donc budgétisez-les. Ouais, ça se dit, budgétisez-les. Ouais, tout à fait. à, à long terme, parce qu'au bout de 7 à 10 ans, il faut globalement refaire un bon coup de propre dans les logements, sinon on se retrouve avec des taudis et c'est la galère. Et c'est la galère. Et arrive justement du coup une question toute trouvée, c'est on estime, comment on estime les travaux, que ce soit à la visite ou pour plus tard, comment on se fait faire un budget. Je sais que toi, tu es bon là-dedans. Moi, je me Ouais, suis je un suis bon. Je sais pas si je suis bon, mais j'essaie de. tu es meilleur que moi en tout En cas. général, c'est vrai que je me trompe rarement. Au vu de, parce que j'ai fait quand même pas mal de travaux. J'ai fait des grosses rénovations sur certains projets. Donc, ouais, je me trompe rarement, mais après, tu peux quand même avoir des aléas quand au moment où tu fais de la démolition. Tu peux avoir quelques surprises parfois. Donc, c'est pour ça que quand on fait une estimation de budget travaux, au début, en gros, moi je parle en tant que marchand, mais ça marche aussi pour le locatif. Mais quand tu vas faire une visite, même quand tu fais des recherches sur les sites d'annonces, avec les photos, tu peux déjà te donner une idée du budget travaux que tu vas devoir mettre dessus. En gros, ce qu'on conseille de faire, nous, dans un premier temps, parce que dans l'immobilier, des fois, il faut réagir rapidement. Donc, il faut savoir faire une estimation rapide, on va dire à la louche, bien sûr, du montant des travaux pour essayer d'avancer, de se projeter sur un montant d'offres qu'on va pouvoir faire en fonction des travaux qu'on aura estimés. En général, en fait, il y a 3 critères. Soit vous faites des petits travaux de rafraîchissement, comme on a pu évoquer, c'est-à-dire de la peinture, des sols, vraiment des petites choses de décoration. Et là, vous serez, en termes de budget, on compte entre 500 et 800 euros du mètre carré en général. Quand je dis 500 et 800 euros du mètre carré, pourquoi j'ai une fourchette de 300 euros? Parce que ça dépend du secteur. Si tu fais une rénovation, un rafraîchissement à Bordeaux-Centre et que tu fais une rénovation, un rafraîchissement au fin fond de la campagne, ben, les artisans, c'est réellement pas le même prix. Donc, c'est pour ça que suivant la localisation que vous visez, le prix du rafraîchissement sera différent. Donc 500, 800 euros du mètre carré, par exemple, pour un rafraîchissement.
Ensuite, si vous avez un peu plus de travaux, c'est-à-dire vous avez, imaginons vous avez un peu de l'électricité, vous avez du placo, vous avez de la plomberie, ce qu'il va falloir viser, ça sera un minimum. Pareil, ça dépend du secteur, mais tu seras entre 900 et 1 200 € du mètre carré, suivant le secteur où tu es. Donc ça veut dire que si jamais tu dois refaire l'appartement, l'électricité, les placos, la plomberie, mais tu as pas du gros œuvre, tu as pas du raccordement des eaux usées, vise entre 900 et 1 200 € mètre carré, suivant ta localisation. Ça te permet de pouvoir te projeter un peu plus et voir, si ça rentre un peu dans ton budget. Et après, si tu refais une plus grosse rénovation, tu as du gros œuvre, tu as peut-être un raccordement des eaux usées, tu vas avoir minimum 1 500 € du mètre carré. Encore une fois, ça va dépendre des matériaux que tu vas utiliser, ça va dépendre du secteur où tu vas être. Donc, c'est vraiment une estimation qu'on utilise à la louche pour vraiment se rendre compte si oui ou non le projet peut être rentable. Mais une fois qu'on a fait cette estimation et qu'on a avancé sur l'offre, il faut absolument faire passer un artisan professionnel des travaux pour pouvoir valider ce budget que vous avez prévu en amont. Ouais, parce que en plus, il peut y avoir des différences énormes entre les artisans, entre les matériaux, entre est-ce que vous allez faire de la fourniture ou de la démol ou des trucs, enfin, on va en parler après, des petites pistes d'économie. Mais ce qui est important quand vous allez faire passer les artisans, bah, c'est d'en faire passer plusieurs. Alors, en fait, c'est très chiant parce que ça demande du temps, ça demande de l'organisation, ça demande du réseau. Quand on connaît vraiment personne, bah, la première personne à qui vous pouvez demander, c'est l'agent immobilier qui vous visitez, le gestionnaire de biens qui vous montre le bien, à votre famille locale qui a déjà fait des travaux. Essayez d'aller chercher auprès du réseau. Mais dans tous les cas, il faut faire passer plusieurs artisans pour avoir 3-4 devis. Bah, le plus, c'est le mieux, hein. Bien sûr. Mais après, il y a une question de temps et une question de bah, avoir les clés pour accéder au bien avec l'agent immobilier, parce que ça peut être un peu compliqué. Mais c'est ça qui va vous permettre d'avoir des prix les plus justes possibles. Tout à Ensuite, fait. quand si je pense qu'on va en parler après, mais si vous demandez à un artisan, voilà, bah, ici je veux faire une salle de bain, ici une chambre, ici une cuisine, chiffrez-moi ça. Ça va être compliqué si vous demandez ça à 3 artisans de cette manière-là, d'avoir un chiffrage objectif. Parce que ils vont tous vous chiffrer peut-être un bac à douche plus grand, plus petit, une baignoire, une chambre avec un parquet, ou l'autre il va te mettre un carrelage, ou il va te mettre des références complètement différentes, ou pas les mêmes mesures parce que il a pas vu qu'il y avait telle surface dans telle pièce et que l'autre on allait déplacer de la cloison. Je balance des exemples. Pour avoir un bon chiffrage travaux, mais au début c'est compliqué de le faire tout seul, il faut avoir ce qu'on appelle un quantitatif. Enfin, Mmh. idéalement un DCE, Un un DCE, document ouais. de consultation des entreprises, mais c'est vrai que quand on débute, c'est pas évident, mais au moins avoir un descriptif clair et précis de ce que vous voulez. Pour commencer, ce que vous pouvez dire, c'est bah, ici, je veux une salle de bain avec une douche de telle dimension. Alors, si vous avez aucune notion des dimensions, vous faites un saut chez Leroy Merlin, vous allez voir, il y a plein d'expositions, vous allez bien vous en rendre compte. Je sais que c'est chronophage, mais au début, quand on n'a aucune expérience, c'est important. Vous dites, voilà, bah, je veux une douche avec, je sais pas, un bac de 160 par 90. Je veux tel type de parois, coulissantes, pivotantes, fixes, rideaux, peu importe. Je veux un carrelage, je veux ce genre de meuble vasque. Je veux juste une douche et pas de deuxième, pas de douchette. La chambre, je vais vouloir du parquet, tel type de revêtement, un nombre d'interrupteurs. En fait, il faut essayer de réfléchir un peu à tout ce que vous allez vouloir dedans. Alors évidemment, quand vous n'avez pas l'habitude, vous allez vous gourer, mais au moins vous donner une base de travail aux artisans avec le même quantitatif. Parce que si le mec il vous chiffre 15 interrupteurs alors que le prochain il en chiffre 10, bah déjà le devis ne sera pas pareil. Tout à fait. Et vous pouvez pas comparer. Il existe des C'est gens qui peuvent vous faire ça, maître d'œuvre, un architecte, pareil, on va en parler après. Et du coup, je m'égare, je sais plus où je voulais arriver en disant ça, mais c'est normal, c'est un sujet c'est un gros sujet, en fait, les travaux dans l'immobilier. Ça fait toujours peur aux gens, donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire, c'est pour ça, sur les travaux. Mais en gros, comme pour reprendre un peu ce que disait Mathieu, quand on vous dit, ce genre de choses, d'être précis avec les artisans, l'idéal, c'est d'avoir un DCE, donc un dossier de consultation d'entreprise, pardon, qui est habituellement fait par un maître d'œuvre ou un architecte. Mais si vous avez un peu d'expérience dans les travaux, vous pouvez aussi vous le faire vous-même, sans pour autant être, rentrer trop, vraiment, poussé. Mais vraiment, déjà, tu fais l'électricité, tu demandes, 10 prises. Si tu as mis la quantité de prises, comme disait Mathieu, tu auras au moins les 2 ou 3 artisans qui vont chiffrer la même chose. Parce que si tu dis à un artisan, «Chiffre-moi l'électricité de cette maison» et tu précises rien, il y en a un qui va être malin, qui va pas mettre grand-chose, et l'autre qui va mettre peut-être plus de choses, et du coup, l'autre qui a pas mis grand-chose, le prix est en dessous de l'autre. Donc toi, tu vas dire: «Putain, il est moins cher, je vais le prendre à lui». Sauf que lui, il avait prévu beaucoup moins de choses que l'autre. Donc c'est pour ça qu'il était moins cher.
Ça, c'est un point auquel nous, on fait vachement attention avec les participants de la GM Academy. On a eu le cas avec un participant à Bordeaux, moi je me rappelle, Marceau, sans pour autant le nommer, où il y avait du placo, il y avait pas mal de choses, et on a revu pas mal de points, pas mal de lots, parce que, pareil, le placo, il faut faire attention. Est-ce que c'est un placo qui va être lissé, qui va être prêt à peindre ou pas? Et ce genre de choses, si vous n'avez pas prévu ça ou si vous ne le savez pas, mais ça va être un budget complémentaire par la suite. Donc, premièrement, c'est l'estimation des travaux par vous-même, comme on a dit, donc entre 500 et 1500 euros du mètre carré suivant la rénovation, qui vous permet de pouvoir réagir rapidement s'il y a, on va dire, un peu de pression sur le bien, vous permet de réagir rapidement. Et ensuite, tu fais passer des artisans pour valider ou pas ce budget-là. Et quand tu fais valider ce budget-là, tu discutes avec lui rapidement, mais quand tu vas rentrer réellement, vivement dans le projet, sois le plus précis possible. Si tu veux avoir une réponse précise, il faut que tu sois précis. C'est hyper important. Je suis en train de me poser une question. Je suis sûr que c'est possible, mais on doit pouvoir faire un DCE avec ChatGPT. Au moins un DCE sommaire, un document de consultation d'entreprise avec pense, ouais. ChatGPT. Je veux faire telle chose, telle chose, telle chose chez moi. Sors-moi le DCE. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc Je pense, entre ouais, guillemets. tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'on en fera un podcast d'ailleurs sur ça, comment utiliser ChatGPT dans l'immobilier. Et je pense réellement, si le prompt est bien fait et si les questions sont bien posées, il y a moyen qu'il fasse un bon TCE. Tu dis que tu as une rénovation d'un appartement de 50 mètres carrés, tu veux tout faire de A à Z, tu veux une télé, tu veux. Et je pense que oui, je pense qu'il nous fait le DCE, ouais, tout à fait. Après, pour bien choisir l'artisan, c'est quelque chose que vous devez faire avec déjà de la mise en relation. Je pense que la bonne mise en relation, quelqu'un qui a fait les travaux, qui est ravi d'un artisan chez lui parce qu'il a bien fait ou il a bossé pas cher pour tel type de travaux ou autre, c'est une bonne source je dirais d'approvisionnement, mais c'est une bonne source de mise en contact. Ouais. Après, il faut quand même toujours se méfier, parce qu'un artisan, il peut faire du travail formidable pendant 5 chantiers. Puis en fait, au 6e, 7e, 8e, il s'enflamme, il prend des trucs trop gros ou il n'a pas les compétences et d'un coup, ça se dégrade. Donc, vous pouvez avoir des mauvaises surprises, d'où l'intérêt, quand vous choisissez des artisans, d'avoir de la recommandation, d'aller visiter des chantiers, de voir ce qu'il fait, que ce soit un chantier fini ou un chantier en cours. C'est toujours intéressant, un chantier en cours. Est-ce que c'est le bordel? Est-ce que c'est bien tenu? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que les finitions, comment ils bossent? Si vous voyez, je sais pas, un support de baignoire qui est fait complètement à l'arrache parce que le mec se dit que le client final il verra pas, c'est pas génial comme indication. Après, quand l'artisan il vient sur le chantier, une bonne source, enfin quelque chose qui permet de savoir si le gars est compétent ou pas, c'est est-ce qu'il va vous poser des questions? Est-ce qu'il va, je sais pas, tout regarder, taper les murs, proposer des choses? Par exemple, vous dites: «Bah, la douche, je la veux là», est-ce que le gars, se pose la question: «OK, mais le réseau, il passe où? Elle est où l'évacuation d'eau?» Mmh. Parce que tu as des artisans, ils vont dire: «Ouais, OK, pas de souci, on le fera là», ils regardent même pas, ils vous Il chiffrent un reste pas. truc, hyper cher qu'ils vont même pas pouvoir faire. Heu, ça arrive, hein. Ouais, c'est ça, faut pas oublier réellement, moi c'est ce que je dis souvent aux artisans avec qui je bosse. Bon, maintenant, à force d'avoir un petit peu d'expérience, on sait ce qui est réalisable ou pas, mais on n'est pas artisan. Faut pas oublier que c'est eux les professionnels du bâtiment. Donc en soi, quand il y a une problématique qui se présente, c'est pas à vous théoriquement, sauf que si vous êtes architecte ou maître d'œuvre, c'est pas à vous d'apporter la réponse et l'élément de réponse. C'est vraiment à lui de dire, ok, là on a une contrainte, on a une problématique à l'instant T, comment on va contourner et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour essayer de rentrer dans le budget pour trouver une solution. Donc ça, c'est vraiment très, très important de faire ce genre de choses et d'aller voir, comme disait Mathieu, d'aller voir des chantiers en cours, même si, comme on dit régulièrement, ça peut très bien se passer aujourd'hui et peut-être que dans 3-4 mois, ça peut très mal se passer. Parce que la problématique des artisans, c'est que du jour au lendemain, il peut prendre beaucoup de chantiers parce que peut-être qu'il a un prévisionnel un peu compliqué. Il se dit, je vais prendre des chantiers, sauf qu'il n'a pas l'équipe pour assumer ces chantiers-là et il se retrouve complètement débordé. Donc, il y a un chantier, il va y aller un jour, l'autre chantier, il va y aller peut-être un peu moins. Donc, après, il y a la partie gestion des travaux. On ne va pas rentrer dans le détail là, on en parlera sur un autre podcast, mais il y a des choses à mettre en place pour la gestion des travaux, pour l'organisation, pour vraiment faire ce jeu. Si vous voulez le faire vous-même, en l'occurrence, il y a des choses à mettre en place pour essayer de diminuer un peu ce risque-là, ce problème-là, parce que on le voit dans les travaux, il y a beaucoup d'entreprises en ce moment qui se sont spécialisées, entre guillemets, pour des investisseurs, qui ont volé réellement des investisseurs, qui ont Oui, demandé 2-3 des petites acomptes. histoires, là. Ouais, 2-3. Il y en a pas mal en ce moment. C'est vrai que et ça va faire encore plus peur aux gens de faire des travaux réellement. Donc, sécurisez-vous au maximum. Allez voir de plus en plus ces entreprises, même si vous devez faire appel à un avocat ou que ce soit pour aller voir un peu le statut, la situation juridique de la société, à quel point elle en est,
financièrement, comment elle en est, etc. Depuis quand elle est créée, est-ce qu'elle a des avis, ce genre de choses. Essayer de voir un peu l'état et la situation aujourd'hui de la société, c'est Est-ce que hyper important. l'entreprise, a de bonnes assurances? Demandez toujours les attestations de l'année en cours. Vérifiez que les attestations correspondent aux travaux que vous allez faire. Mm. Parce que si le mec, il est plombier et vous envoie une attestation de menuisier ou, de peintre, parce que ça peut arriver, on voit de tout, peut-être vous poser la question. Et puis si vous avez un doute ou un budget un peu important, vous prenez, l'assurance, le numéro, vous passez un coup de fil à l'assurance. Est-ce qu'il est à jour Ouais. de ses cotisations? Comment ça se passe? Est-ce que je vais être protégé au cas où? Déjà, c'est un gage de qualité. Si l'assureur vous dit: «Ouais, non, c'est un enfer, il est pas à jour, il y a ci, il y a ça», ah, c'est chaud, Ouais, quoi. protégez-vous au maximum. Et c'est pour ça, si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de démarche, d'aller vraiment faire une petite recherche sur l'entreprise, vraiment les décennales, ce genre de choses, ça vous paraît complètement compliqué. Mais partez sur un premier projet avec des tout petits travaux. N'allez pas vous aventurer dans un projet à 100-150 000 euros de travaux si vous n'avez jamais fait ça, parce que déjà, vous allez avoir un acompte à payer au début, vous allez avoir, voilà, faut vraiment éviter de vous lancer dans un projet avec beaucoup trop de travaux, des gros travaux si vous avez jamais fait de travaux. Réellement, le premier conseil le plus important qu'on doit vous donner, c'est commencer par un petit truc, s'il faut sans travaux, ensuite avec des petits travaux et vous montez en puissance petit à petit et vous faites encadrer surtout et par les personnes professionnelles autour de vous. Ouais et moi, je suis pas, c'est clairement pas du tout mon point fort, les travaux, hein. C'est, vraiment, je pense que l'endroit où je suis le moins bon, sur la partie investissement, c'est le domaine des travaux. Mais, au fur et à mesure, je commence à comprendre de mieux en mieux. Bon, je bricole pas beaucoup, mais un petit peu, mais surtout, je comprends mieux les aspects techniques et il faut surtout pas hésiter quand vous avez l'artisan qui vient, à lui poser des questions vraiment, même très détaillées pour comprendre ce qu'il fait. Même si, jamais, vous poserez un réceptacle de douche, tu vois? C'est juste bien comprendre, voilà, vous allez le poser comment? Comment on fait? Les supports? Et ça, c'est quoi? Et quelle est la manière de procéder? Il faut pas hésiter à lui poser des questions bêtes déjà et en général, ils sont contents d'expliquer, et de voir qu'il y a un client qui s'intéresse à ce qu'ils font et vous, ça va vous permettre de bien comprendre, d'estimer, mieux pour les prochains, pour vos prochaines visites. Vous allez vous dire: «Ah bah, il m'a dit que quand il y avait, je sais pas, une poutre qui passe à tel endroit, c'est plus galère pour faire, tel tuyau». Vous allez, au moins pouvoir le remarquer et en plus de ça, ça va aussi vous permettre de voir si l'artisan que vous avez en face de vous, il s'y connaît bien. Est-ce qu'il est force de proposition? Est-ce qu'il est capable d'expliquer ce qu'il fait? Je trouve que c'est des choses qui sont rassurantes et pareil, quand vous visitez avec un artisan, vous lui dites: «Voilà, moi je veux faire ça, ça, ça dans l'appartement, mais si c'était pour vous, vous feriez comment? Ou est-ce que, mon idée est bonne? Est-ce qu'il y a pas des contraintes, techniques?» Typiquement, les réseaux, c'est le truc qu'on oublie tout le temps. Quand on veut mettre une baignoire, bah, il faut qu'on puisse évacuer la baignoire. C'est con, dit Il comme faut une ça, mais pente. Mmh. souvent, on se dit: «Ah bah, on va mettre une salle de bain ici», sauf qu'en fait, c'est à l'autre bout de l'appartement, il y a pas la pente, il y a pas les tuyaux, il y a rien qui passe et l'artisan, il va venir, il va dire: «Ah ouais, mais si on le fait là, ça va vous coûter 5 000 alors que si on le fait dans cette pièce-là, ça va vous coûter 1 000 € parce que j'ai pas la tranchée à faire, j'ai pas ci, j'ai pas ça». Hésitez pas à échanger avec votre artisan et à le prendre comme un partenaire. Souvent, en plus, ils adorent, les mecs, les artisans, surtout les vieux de la vieille, là, c'est des passionnés. Ils adorent, les travaux, le travail bien fait, les bonnes optimisations. Eux, ils peuvent être contents que vous leur posiez la question parce que peut-être que ce que vous leur demandez, c'est très chiant et ils savent qu'ils vont se casser la tête pendant des jours. Alors que si attends, j'ai un appel. Alors que si vous leur posez la question, peut-être qu'ils vont vous trouver une autre solution qui les arrange eux, qui vous coûteront moins cher, qui, eux, leur fait plaisir parce qu'ils ont pas envie de faire le boulot que vous leur demandez. Voilà, c'est, un bon dialogue à avoir avec eux. Avec eux, tout à fait. C'est vraiment, communiquer avec eux, partager au maximum et c'est de l'humain, hein. C'est comme on avait dit dans la partie financement avec le banquier, c'est énormément d'humain. Quand vous avez un chantier qui est en cours, n'hésitez pas à aller régulièrement sur le chantier, vous leur amenez, des petites viennoiseries, vous leur amenez, un petit truc à manger de temps en temps, vous discutez avec eux. Venir régulièrement sur le chantier pour voir un peu l'avancement du chantier parce que, certains artisans, ils ont la bonne idée et la bonne initiative, se dire: «Bon, moi j'aurais fait comme ça, donc je vais faire comme ça». Non, non. S'il y a la moindre interrogation, Alors beh, qu'il ça, doit vous interroger, qu'il doit vous demander parce que c'est pas à lui de prendre la décision, c'est à vous. Donc ça, c'est encore une fois, c'est de la partie de la gestion. Donc si vous êtes pas, on va dire, qualifié pour faire de la gestion de projet, la gestion de travaux, beh, déléguez cette tâche-là. On va y venir après. Mais en l'occurrence, si vous avez déjà fait de la gestion de projet, du management de projet, de la gestion de chantier, vous pouvez éventuellement le faire parce que c'est de la gestion d'humain, c'est de la gestion de planning, c'est de la gestion d'organisation, de priorité. Il faut faire attention, mais il faut avoir le temps, il faut avoir l'énergie, il faut avoir les connaissances et pour mettre ce genre de choses en place parce que c'est pas non plus, c'est pas donné à tout le monde de gérer un chantier, de faire tout ce qu'on a pu évoquer, de faire des DCE. C'est un métier, hein, c'est réellement un métier. Donc, soit vous avez les compétences et les connaissances et vous le faites et ça vous intéresse, soit vous les avez pas du tout et vous déléguez cette tâche-là, réellement.
C'est vraiment un suivi au quotidien et il ne faut pas sous-estimer la créativité, la mauvaise créativité des artisans C'est clair. qui, notamment pour pas s'embêter ou autre, vont vous faire des dingueries. Genre la porte, on va pas la mettre à droite, on va la mettre à gauche parce qu'en fait, lui ça l'arrange, ni vu ni connu, je t'embrouille et toi t'arrives, ta porte elle est pas au bon endroit et puis je sais pas, tu peux pas mettre ton lit, ton bureau ou ton truc. C'est vraiment au jour le jour. C'est là où il faut avoir des bonnes équipes parce que, réellement, moi, je sais que les artisans avec qui je bosse en région bordelaise, j'ai fait, par exemple, la rénovation de ma maison, ça a été une très, très grosse rénovation. On a tout refait de A à Z. Ça s'est très bien passé. Pourtant, c'est un très gros chantier. Mais la moindre interrogation, le moindre doute, l'artisan m'appelait. Réellement, il prenait pas l'initiative de se dire: «Je vais faire ça» ou alors si jamais il le fait, c'est parce qu'il me connaît très bien, il sait très bien la réponse que j'allais lui donner et il sait très bien comment je raisonne. Mais autrement, s'il a le moindre doute, il m'appelle. Il dit: «Écoute Jérôme, là j'ai ça comme problème et tout». Donc soit j'allais sur place parce que c'est la proximité, c'est ce qu'on vous dit, investissez à côté de chez vous, c'est hyper important pour le réseau et aussi pour, suivre les chantiers, c'est hyper important. Donc vraiment, si vous travaillez avec les bonnes équipes, les conseils, voilà, on va parler un peu de nous, ce qu'on fait aussi dans la JM Academy, ce qu'on propose, là-dessus, mais c'est hyper important de trouver les bons artisans, donc prenez le temps de trouver les bons artisans. Ouais, c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'on le partage, nous, au sein de la JM Academy. Je vois Isaac, il va se faire son premier projet de ERP. Il a trouvé une bonne entreprise en qui j'ai tout à fait confiance, que j'ai fait, plein de chantiers, ils sont nickel, ils sont top, ils lui ont fait un bon chiffrage. Il va passer par eux, il est ravi, et tu sais qu'avec cette boîte-là, il va lui remettre les clés, je sais pas, le 1er août, ils vont lui dire: «Il y a 4 mois de délai, dans 4 mois, ce sera fait, nickel, l'aspirateur sera passé» et ça, il l'aurait peut-être pas trouvé tout seul, tu vois? C'est C'est quand même ça, c'est l'avantage le truc. du réseau et de la communauté. En fait, nous, au sein de la JM Academy, on a un accompagnement, on est là pour répondre à vos questions et pour être entre guillemets «des mentors», pour essayer on va dire de minimiser, tous vos risques au maximum, d'avoir le plus de réussite possible, mais on est là pour vous partager du réseau aussi. On a des décorateurs, des entreprises avec qui on travaille, qu'on a déjà testé et avec qui on travaille régulièrement. Bien sûr, on va jamais vous orienter et vous conseiller une entreprise qu'on n'a jamais testée. Ça, c'est sûr et certain. Un gage, et quelque chose qu'on s'est réellement infligé avec Mathieu au sein de la GM Academy, c'est qu'on vous conseillera jamais, on vous orientera jamais vers quelqu'un qu'on a pas du tout testé, ça c'est sûr et certain. Donc nous, on peut proposer ce genre de conseils, de personnes avec qui on travaille, de réseaux. Ceux qui sont dans la région de Mathieu ou dans ma région, ben, on a des gens sur place, on a des contacts et réellement le but c'est quoi? C'est de vous faciliter la vie, de pas vous embêter à trouver un plaquiste, un électricien, un plombier, ce genre de choses. Nous, on a ce genre de personnes avec qui on travaille régulièrement et de vous partager au maximum, notre réseau. Ouais, enfin, le réseau dans l'immobilier, c'est ce C'est qui la fait base. tout, hein. On peut, ne pas être doué, ne savoir rien faire, si on a du bon réseau. Normalement, on réussit bien dans l'immobilier. Ensuite, il y a un sujet qui est hyper important. C'est, est-ce qu'on fait les travaux soi-même? Déjà, enfin, est-ce que faire les travaux soi-même, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Enfin, nous, on a un avis assez tranché sur le sujet. Pour moi, il y a une bonne raison de faire les travaux soi-même, c'est déjà, on sait faire. Ou on a quelqu'un autour de soi, genre son père ou son grand-père qui sait absolument tout faire et on n'a pas de thunes et c'est le tout premier projet qui est un petit truc qu'on va faire tout seul, ou aider de la famille parce que, en fait, on n'a pas d'argent, il faut bien démarrer un jour et que c'est un petit projet, que ça va pas prendre trop longtemps. Puis après, c'est quand même intéressant pour apprendre au moins une fois, mais au-delà de ça, enfin, dès qu'on a fait ça, pour moi, les travaux, ça dégage en entreprise directement. On n'a pas le temps de faire ça, c'est long, Clairement. c'est chronophage, on se tue la santé. Oui, on fait des économies, mais le chantier qui aurait pu prendre 2 mois avec une entreprise, il va peut-être en prendre 8. Enfin, il y a plein de raisons qui font que, professionnel, quoi. Faut passer par Ouais, non, l'artisan. c'est vous allez perdre de l'argent parce que vous pensez en gagner, mais réellement, vous allez pas en gagner parce que vous allez mettre plus de temps, comme Mathieu a dit. Donc, si tu mets plus de temps, ben tu loues beaucoup plus tard. Donc, pendant que tu as pas loué, tu as pas rentré d'argent. Tu pas des factures. Donc, si tu pas de facture, ben tu peux pas avoir des charges en face de tes loyers. Donc, ça veut dire que tu peux probablement payer de l'imposition, un jour sur tes loyers. Donc, le faire peut-être, comme disait Mathieu, une fois au début, mais des petits travaux pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et cetera, éventuellement, mais vite basculer sur la délégation des travaux. Vite se dire: «Je délègue les travaux» et moi, j'ai un truc que je dis souvent, aux participants de la GM Academy, c'est: «Les gens que vous voyez faire les travaux eux-mêmes, pourquoi ils font les travaux eux-mêmes à votre avis?» Ils font les travaux eux-mêmes parce qu'ils ont mal acheté. Donc s'ils ont mal acheté, eh beh, ils sont obligés d'essayer de trouver des solutions que leur bien devienne rentable. Et comment ils vont trouver une solution que leur bien devienne rentable? Beh, ils vont faire les travaux eux-mêmes parce ils vont faire des économies. Si, en l'occurrence, cas contraire, vous achetez bien votre bien, vous avez bien négocié
vous avez prévu dans votre négociation que vous allez déléguer la partie des travaux, que le prix d'achat est prévu en fonction de ça, mais réellement, vous n'avez pas besoin de faire les travaux. Si vous faites les travaux vous-même, c'est que vous avez mal acheté. Réellement, pour moi, c'est vraiment un critère numéro un. Si je me mets à faire des travaux moi-même, c'est que j'ai mal acheté et que j'ai merdé quelque part. Ouais, ou que vous êtes un grand passionné des travaux et que même si vous avez bien acheté, vous voulez les faire vous-même. Mais Exactement. passer 1 an à faire des travaux pour refaire un immeuble, non merci, quoi. C'est tous les soirs, tous les week-ends, toutes les vacances. Quelle galère. En plus, une entreprise, normalement, c'est mieux fait que par vous, sauf si Ouais. vous vous êtes vraiment gouré sur le casting de l'entreprise. Vous avez une garantie de parfait achèvement. Vous avez normalement des garanties décennales sur certains postes et autres. Donc, vous avez plein de trucs qui font que passer par une entreprise, c'est quand même mieux. En plus, c'est de la petite économie. Alors oui, ça fait des sommes, mais le temps que vous passez là, vous ne le passez pas à trouver un nouveau projet, un nouvel associé, un banquier, et à gagner beaucoup plus d'argent. La valeur ajoutée d'un investisseur, elle n'est pas dans les travaux, elle est sur trouver et financer des nouveaux projets. Tout le reste, ça doit se déléguer, Mais idéalement. vous perdez du temps et vous perdez de l'énergie parce que pendant que vous êtes en train de faire les travaux, il y a un Jérôme ou un Mathieu à côté qui va déléguer ses travaux et qui sera en train de chercher un deuxième immeuble. Donc en fait, moi je me rappelle qu'en 2020, j'avais eu la remarque d'un gars qui me dit: «Jérôme, comment tu fais pour acheter plusieurs biens?» Tout simplement, je suis pas pendant 1 an et demi sur l'immeuble en train de faire les travaux pendant que toi, mon coco, tu es en train de faire tes travaux. Mais moi, pendant ce temps, je suis en train de chercher un nouveau projet, je suis en train de chercher un nouveau financement et dès que j'ai trouvé le projet et le financement, je mets l'équipe travaux et ensuite je passe à autre chose. Et réellement, c'est là où vous allez vite vous rendre compte que déléguer, c'est hyper important. Beaucoup de gens se disent déléguer, ça coûte de l'argent, mais déléguer, ça peut coûter de l'argent si vous déléguez mal. Mais si vous avez une bonne façon et un bon process pour déléguer, ça vous permet de pouvoir scaler et pouvoir franchir des étapes par la suite. Bien sûr, allez-y étape par étape. On va pas commencer à vous dire comment créer des process, comment déléguer, comment scaler. Non. Premier truc, c'est t'achètes ton bien, tu fais attention et dès que tu as commencé et tu fini ton premier bien, tu vas passer à autre chose et tu vas monter en puissance petit à petit. On va pas vous vendre du rêve en disant qu'en 6 mois ou en 1 an, vous allez acheter 10 biens, vous allez devenir rentier, réellement pas, ça se passe pas comme Et ça. tu pars à Dubaï, et hop, ça dégage. C'est pas réellement comme ça que ça se passe, hein, ça on peut pas vous dire. Il y a des emmerdes, il y a des merdes, il y a des choses à gérer, comme dans tout type d'activité, c'est de l'entrepreneuriat et ça se fait petit à petit. Ne grillez pas les étapes, faites-les, les unes après les autres et vous allez en monter en puissance petit à petit. Avec Mathieu, ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça, hein. On n'a pas commencé hier, hein, réellement. Et un point qui est très important que tu as abordé succinctement, mais faut le redire, c'est que quand vous faites les travaux vous-même, vous pouvez passer en facture ou en charge l'achat des matériaux, mais en général, c'est 20-30% maximum du budget. Tout le temps que vous y passez, vous, il est perdu d'un point de vue fiscal. Ça peut pas être une charge que vous venez déduire de vos loyers, sauf à être vraiment un artisan Ouais, et ce que autres, mais j'allais dire. c'est un sujet différent. Donc, en bon français, vous ne devez pas avoir envie de payer des impôts. Donc, si je vous dis ça, c'est qu'en gros, vous allez payer moins cher, vous allez avoir beaucoup moins de charges, vous allez payer des impôts plus vite. Donc, attention à ça. En vrai, c'est un calcul à faire entre ce montant fiscalement qu'on va «perdre» entre guillemets, bon, on dépense moins, mais on récupère moins sur les impôts, le temps qu'on va y passer, les loyers qu'on va pas rentrer aussi vite que prévu. Il y a tout un calcul à faire où parfois, peut-être même faire les travaux à 30% moins cher parce que vous les faites vous-même, c'est finalement pas si rentable que ça parce que vous allez mettre 6 mois au lieu de 2, que les 4 mois de loyer auraient compensé le coût, que fiscalement vous récupérez pas votre charge. Voilà, il y a tout ça qui fait que, bon, faire ses Qui rentre en travaux. jeu, ça c'est sûr. Après, si tu es artisan, que tu kiffes faire des travaux et que, ta société veut faire les travaux de ta société civile immobilière, éventuellement, ça peut éventuellement se comprendre. Moi, c'est pas mon domaine d'activité, c'est pas ce que j'aime, mais si un gars, il a sa société de travaux et qu'il veut faire, au lieu de faire des travaux chez ses clients, il fait les travaux, pour ses biens immobiliers, mais pour sa société. Du coup, il fait des factures et cetera, tout dans la légalité, bien sûr. Heu, Pourquoi pas? Pourquoi pas éventuellement? Ouais, faut faire Ça gaffe peut parce être un bon que montage, mais faut quand même faire gaffe parce que être son propre client, c'est toujours un peu tendancieux. ouais, Vous pouvez pas être votre seul client. Donc il tout à faut fait, bien faire les choses et ça, si vous voulez le faire, c'est faisable. Mais approchez-vous d'un avocat fiscaliste. Mais tout à après, fait. créer une boîte de travaux pour payer moins cher ses travaux, ça veut dire que la boîte va pas gagner d'argent. C'est pas un cercle forcément Non, très, très vertueux. non, c'est pas un truc qui est hyper, Faut rentable. faire gaffe à ça. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez scaler votre business, parce que l'immobilier, c'est un peu un business, hein, si vous voulez scaler, c'est-à-dire le faire grossir rapidement, vous ne pouvez pas faire vos travaux vous-même. C'est juste, c'est ingérable. Non, Si vous faites tous vos travaux vous-même, vous allez pouvoir faire un chantier à la fois. Donc, je sais pas, vous allez faire un appart tous les 8 ou tous les 12 mois si vous êtes assez efficace.
Alors qu'un Jérôme ou un Mathieu qui a des équipes d'artisans, il va peut-être pouvoir faire 3 immeubles la même année, voire 5. La seule limite, ça va être le budget de financement, quoi. Tout à fait. Et encore, cette limite n'existe plus à l'heure actuelle. Donc, vous allez voir que ce genre de Ouais. choses, à partir du moment où tu rentres dans un réseau immobilier, tu as plus vraiment de limite, financière, on va dire. Et d'ailleurs, en Hem, parlant de limite financière, là, il y a eu un retour, je crois qu'on en parle dans le podcast sur le financement, mais ça y est, il y a eu un retour. L'offre est acceptée pour, enfin, normalement est bien acceptée et contresignée pour, nos 3 gars à côté de Lyon qui vont faire une division, mise en copropriété. Trop bien. Marge, si ils se font dérouiller en frais financiers par des investisseurs, ils font, 60-65 000 de marge, net dans Sur la un poche pour un premier projet. sur un coût de revient à combien? À 200 combien? Je sais plus de tête, 230 000. D'accord, OK. Non, voilà, beh, encore une réussite, qu'on pourra aller voir d'ailleurs, en fait, dans les semaines et mois à venir, vous allez voir, il y a des vidéos de réussite participants, des projets de participants de la Gym Academy, pour que vous puissiez voir un peu plus, réellement dans le détail ce qu'on fait, ce qu'ils font surtout. Nous, on est là pour les accompagner, mais c'est surtout eux, qui se bougent un peu le cul et qui vont sur le terrain. D'ailleurs, petite parenthèse, on a la prochaine session de la JM Academy qui ouvre ses portes la semaine du 23 février, si je dis pas de bêtises. Je l'ai noté là. Prochaine session, ouais, c'est ça, semaine du 23 février. Donc, si vous êtes Ça intéressé, démarre, ouais. ouais, si vous êtes intéressé par la JM Academy, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, à nous contacter pour qu'on puisse en discuter avec vous. On va vous rajouter dans la description, en bas, vous allez avoir un lien calendrier qui vous permet de pouvoir réserver un appel avec Mathieu en l'occurrence pour discuter de vos projets immobiliers, voir si ça peut répondre à votre demande, si on peut réellement pouvoir vous aider là, par la suite. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Premièrement au calendrier pour en discuter ensemble. Et on va vous rajouter aussi la petite newsletter. On a une newsletter avec Mathieu qu'on partage toutes les semaines. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné à la newsletter, rentrez vos coordonnées sur le lien qu'on va vous mettre dans la description pour avoir toutes les informations sur la newsletter. Ouais, et merci pour l'engouement, parce qu'on a déjà 3 inscrits sur la prochaine session. Yes. Là, on est le 13 janvier, donc le podcast va sortir d'ici 15 jours, il y en aura plus. Il y a déjà beaucoup d'appels cette semaine, donc ça, je sens que ça vous intéresse de vous lancer dans l'investissement, c'est top, on va vous accompagner Tout faire pour vous aider au du maximum. mieux Ouais. qu'on peut, même pas mieux, ça va être fou, on va vous transformer tous. On est là pour vous accompagner, on fait des événements ensemble. Là, cette semaine, Mathieu de son côté, moi de mon côté, on fait un repas avec les participants pour qu'on puisse avoir un peu de physique parce que le digital, c'est bien, mais de se voir, partager un peu tout ça, de créer encore le réseau, de la communauté. Voilà, on essaie d'être le plus disponible pour vous, pour vous aider à franchir ce cap et investir dans l'immobilier. Ouais, tu vois là, l'immeuble à diviser à côté de Lyon, ils sont assurés d'avoir le financement puisque si pas de financement bancaire, on a, nous, le réseau d'investisseurs pour aider à financer le bien. Et les 60 000 euros de marge, c'est justement avec cette typologie d'investissement qui coûte, enfin Qui coûte de cher. financement Ouais. qui coûte cher. On est à 10% par an, mais on a tout le réseau, on monte le financement. Ils sont sûrs de pouvoir faire leur opération sans passer par les banques. C'est quand même pas mal. C'est ça, c'est aussi le but et de l'intérêt de rentrer dans une communauté, hein. Je crois qu'on en a parlé dans le podcast précédent. À partir du moment où vous rentrez, au sein de la GM Academy ou autre, hein, je ne sais pas si les autres font ça, mais on sera là pour vous aider à obtenir votre financement quoi qu'il arrive. Si c'est pas un financement bancaire, on aura des associés, on aura des investisseurs, on aura des solutions qu'on va pouvoir vous proposer de façon à pouvoir financer vos projets. Donc gardez-le bien en tête. Si vous avez des contraintes ou des problématiques de financement aujourd'hui à l'instant T, sachez que, on peut vous aider là-dessus. On peut vous aider, on peut trouver une solution. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse en discuter ensemble. Carrément. Et ça va leur changer la vie, je pense. Carrément, Ils c'est sont pour contents, en ça, tout nous cas. on le sait que nous quand on s'est lancé, on n'avait pas une personne à qui on pouvait poser des questions et on avait du tac au tac, réponse de suite. On n'avait pas une personne qui pouvait nous assurer, de nous dire, «Quoi qu'il arrive, tu auras ton financement». Ce qu'on a fait en 10 ans aujourd'hui, avec, ce qu'on nous on met en place et ce qu'on propose aux gens, ça aurait on va pas dire ça aurait mis, 1 an, mais en 2-3 ans, ça peut se faire. Donc en gros, tu gagnes, quand Mmh. même 7 ans. L'idée, c'est de vous donner des raccourcis. Bien sûr, c'est des raccourcis, qui sont, c'est dans la légalité, hein, c'est tout en toute légalité. Et nous, on est là pour vous éviter d'avoir des contraintes de financement, des contraintes pour les travaux, savoir si oui ou non rapidement, si ce projet il est rentable ou pas. Voilà, obtenir vos objectifs rapidement, au sein de la GM Academy.
Je vois le temps qui file. Je crois que dans 4 minutes, tu dois Oui, tracer. j'ai un On rendez-vous avait un après. dernier sujet qui est important, c'est est-ce qu'on doit passer par un maître d'œuvre, un architecte ou une entreprise, tout corps d'État? Je sais que toi, tu bosses beaucoup avec un maître d'œuvre, du coup, si tu pouvais, nous en Ouais. parler? Alors moi, j'ai commencé au début, sans architecte, sans maître d'œuvre, sans rien du tout. C'est moi qui faisais office de maître d'œuvre, donc parce que j'étais, chef de projet, donc j'avais un peu cette casquette de coordinateur, je l'avais et je l'ai toujours, hein. Donc j'ai fait beaucoup de gestion de chantier moi-même. À présent, je le fais plus parce que c'est énergivore, c'est fatigant. Donc en fait, maintenant, je passe soit par maître d'œuvre, soit par architecte ou société tout corps d'État, bien sûr. Par exemple, le projet de ma laverie automatique, plus j'avais laverie automatique, plus 2 appartements en rénovation en même temps. C'est un maître d'œuvre qui a géré ça. L'avantage que vous allez avoir, c'est que premièrement, le maître d'œuvre, bon, bien sûr, il va vérifier tout ce qui est assurance, il va voir tout le réseau des artisans, et cetera. C'est lui qui va vraiment prendre la casquette de la gestion du chantier de A à Z. C'est lui qui va faire le chiffrage pour rester dans votre budget, travaux, en gros. Un maître d'œuvre, si jamais, vous avez un chantier, vous lui dites: «Écoute, moi, je veux faire ce chantier pour 20, 30, 40 000 €». Mais lui, en gros, sa mission, c'est quoi? C'est d'aller à la recherche des entreprises, de créer ce dossier de consultation d'entreprise et d'aller voir avec des entreprises, faire plusieurs devis et de rentrer dans votre budget. Peut-être qu'il va jouer sur les matériaux, peut-être qu'il va jouer sur certaines priorités, mais l'idée, c'est de créer vraiment, tous ces devis et de rentrer dans votre budget. Et ensuite, c'est de gérer, la totalité du projet, de vous faire des comptes rendus, hebdomadaires, du projet, de faire des vidéos, de faire des visites et cetera avec les artisans régulièrement. Donc pour vous, ça vous enlève un gros poids, vraiment réellement. Moi, je sais que quand je suis passé par un maître d'œuvre, ça m'a réellement soulagé. Ça a un coût bien évidemment, donc prévoyez-le dans votre budget. En général, suivant les artisans, suivant les maîtres d'œuvre, pardon, ça dépend du montant des travaux. En fait, plus le montant des travaux est haut, plus le pourcentage va être un peu plus bas, parce que bien sûr, vous allez payer un peu plus. Donc en général, ça va varier entre 7 et 10-12 % du montant des travaux. Ça va varier, en fonction du montant. Pareil pour un architecte qui fait office de maître d'œuvre. Et la différence avec la société de tout corps d'État, l'avantage de la société de tout corps d'État, donc TCE, c'est qu'au moins, il y a un seul interlocuteur. Donc si jamais, il y a l'électricien, le plaquiste et le plombier, c'est les 3, on va dire les 3 artisans il faut qu'il y ait une bonne synchronisation, mais ils sont pas de la même entreprise, ça peut être vite le bordel. Là, tu passes par une entreprise tout corps d'État, tu vas éviter de payer les 10 de maîtrise d'œuvre, mais au moins c'est lui qui va faire office de maîtrise d'œuvre. Donc ça peut être une solution pour essayer d'optimiser un peu votre budget. Donc maître d'œuvre, archi, TCE, surtout maître d'œuvre archi, on va dire, budgétisez-le dans votre projet. Prévoyez, 10 à 12 ou 15 maximum de votre projet pour déléguer ces prestations-là, si vous n'avez pas les compétences pour, de façon à vous sécuriser votre budget, sécuriser votre projet et sécuriser le timing et les délais du projet. Eh bah, merci, j'aurais pas dit mieux. Mais c'est sûr que ouais, non, mais le maître d'œuvre, c'est incroyable, quoi. Ah ouais. Il fait tout, ça te change la vie. C'est un métier, Mais donc on peut pas si forcément se le vous permettre au début, quoi. bah, ouais, si vous le faites vous-même, en fait, c'est vraiment un métier, ça prend du temps. Il faut faire faut faire le dossier de consultation d'entreprise, il faut faire les plannings, il faut faire les suivis de chantier, il faut faire les réunions de chantier, il faut faire les comptes rendus de chantier. Si tu as un projet au début pour apprendre, tu peux, mais après, quand tu as un trop gros chantier, non. Moi, je l'ai fait pour ma résidence principale, c'est moi qui ai fait le maître d'œuvre, par exemple. Pour d'autres projets, j'ai fait du suivi d'autres projets à côté, mais aujourd'hui, c'est plus la volonté que j'ai, ça c'est trop énergivore, en fait. Ça te bouffe le cerveau, ça te booste de l'énergie, c'est fatigant. Donc déléguer cette tâche-là, trouver le bon maître d'œuvre, demander autour de vous des conseils, du bouche à oreille, de maîtres d'œuvre compétents et réellement déléguer cette partie-là si 11h50, Hop là, le réveil. si jamais vous êtes pas, compétent là-dedans. Top. Bah, merci pour tout. Je crois qu'on arrive au bout de ce podcast, travaux, du coup. Tout à fait. Semaine prochaine, nous parlerons de l'offre d'achat, étape, essentielle. Il y aura plein de sujets, connexes, à l'offre d'achat. Voilà, c'est la suite. Comme d'hab, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur contact@jmacademy.com. Si vous avez des questions sur l'immobilier, le financement, les travaux, l'investissement, peu importe, on y répond avec grand plaisir. Tout à fait. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter et prendre rendez-vous avec le petit calendrier si jamais vous avez besoin qu'on discute ensemble. Merci à Allez, vous. salut tout le monde. Salut, ciao.